Vous écoutez le syndrome de la page colorée avec moi, Valentin Poudré, alias Bud Warrior. Je suis le créateur du fanzine Bois. Le syndrome de la page colorée, des rendez-vous sonores avec ces artistes de la micro-édition, très loin d'être en panne d'inspiration. Saison 1, épisode 2. Bienvenue! Merci à toutes et à tous de nous confier vos oreilles. Ça y est, l'épisode 2 du syndrome de la page colorée est officiellement lancé. Je vous présente mon acolyte pour cette émission, Emilien, qui est fan de jeux de mots, graphiste spécialisé dans l'imprimé et un curieux de nature. Il vit dans la bonne ville de Nantes. Allô Aude, allô à celles et ceux qui nous écoutent. Je vous présente donc Aude. Aude, c'est une fabuleuse illustratrice, mais aussi une fabuleuse sérigraphe qui habite dans la fabuleuse ville de Montréal. On est super content de vous présenter cette deuxième émission consacrée à un thème qu'on apprécie tout particulièrement, le fanzine, une sorte de petit livre auto-édité fabriqué par des artistes. Si vous ne savez pas ce que signifie le mot fanzine, pas de problème, c'est avec plaisir que nous allons vous faire découvrir l'univers infiniment grand qui se cache derrière ce tout petit mot. Par contre, si vous vous y connaissez déjà en fanzina, restez quand même avec nous. L'univers de l'invité du jour est assez fascinant. Dans l'épisode précédent, nous vous présentions le fanzine Chacun chez soi, un grand projet collaboratif rendu possible par un travail ambitieux et méticuleux. Aujourd'hui, le fanzine en question est la preuve qu'un zine, ça peut aussi être le fruit d'une démarche beaucoup plus simple et très personnelle. Ce sont parfois simplement des images, des mots, qui jaillissent violemment des profondeurs de la tête des artistes. Petit rappel du concept de notre émission. Donner la parole aux créatrices de micro-édition pour apprendre des choses que l'objet livre ne permet pas de raconter. La petite ou la grande histoire derrière le projet, son making-of et autres anecdotes croustillantes. Tout ce qui rend unique l'invité teinte énormément chaque épisode. Il n'y en a donc pas deux qui se ressemblent et les thèmes peuvent partir dans toutes les directions. Et d'ailleurs, en parlant de direction, je suis au Québec, Emilien est à LA, alias Loire-Atlantique. Vous avez donc affaire à une émission sans frontières, qui se veut curieuse de tout ce qui se passe dans la francophonie et qui souhaite trouver son public un peu partout sur la planète, avec tous les accents que ça implique. Accent français de France, pure laine, comme accent québécois pur beurre. Donc voilà, pour des raisons évidentes, on se passera de sous-titres. On s'est donc intéressé à un fanzine, il s'appelle Bois, et j'ai pu l'acheter de passage à Nantes, lors d'une exposition d'art contemporain. Il s'agit d'un fanzine plutôt classique, niveau format et allure, mais qui a tout de suite attiré mon attention quand je l'ai ouvert. Aujourd'hui, on va vous parler Antilles, créole et démons de la forêt. Allez, tout de suite on se téléporte dans l'île de Marie-Josée Pérec, mais promis, pas de 400 mètres pour nous. S'il y a un défi qu'on doit relever, c'est bien celui de jaser d'une production matérielle, définitivement visuelle, dans une émission uniquement sonore. En description, on vous met un lien vers des photos du fanzine, mais pour l'instant, en fait, essayons de vous le faire imaginer. Pour construire cette image mentale, il faut visualiser un carnet A5. Très fin, juste quelques pages, avec une première de couverture que l'on croirait faite par un enfant. Il y a des dessins énigmatiques qui se superposent, un titre sinueux écrit à main levée, le tout fait au crayon de papier. On pourrait vraiment penser avoir un croquis original sous les yeux. Et personnellement, j'aime beaucoup ça. Par contre, l'ambiance change quand on ouvre le zine. Et ce, pour le plus grand plaisir des rétines d'Aude. J'ai vraiment beaucoup aimé le côté brut, fait rapidement et colorié au crayon de couleur de façon assez bâclée. C'est aussi ça pour moi un fanzine. Genre t'as une idée, tu la poses vite fait sur le papier et le temps d'une soirée, et c'est là, c'est fait. L'objet existe en dehors de ta tête et peut être diffusé dans ton réseau. C'est ça qui m'a plu. Sachez qu'il s'agit d'un conte pour enfants qui puise son inspiration dans le folklore antillais et plus particulièrement dans les histoires de magie et de démons. Est-ce que c'est inspiré de faits réels ? Même après avoir interviewé l'auteur, le doute plane encore de notre côté. On vous laisse donc vous faire votre propre avis. Le fanzine, c'est vraiment pas un livre classique. Il n'y a pas de gentil petit résumé en 4e de couverture. Mais si je devais vous faire le résumé de ce fanzine, je dirais Tijaune, un enfant définitivement pas comme les autres,
est un jour confronté à un monstre rouge qui incendie le village, alors que la maman de Tijaune l'appelle pour manger. On vous présente donc le créateur de ce fanzine, Valentin. Il a grandi en Guadeloupe jusqu'à ses 14 ans, mais vit maintenant en métropole. Il a une pratique que je qualifierais de vraiment variée, d'où le fait que j'ai acheté son fanzine lors de son exposition, qui était là pour présenter ses œuvres, plutôt des sculptures. Allez, on le laisse se présenter. Moi, c'est Valentin Poudré, donc je suis artiste plasticien. Je travaille à Nantes. Je suis dessinateur et sculpteur sur bois, principalement. Et je suis aussi éditeur, avec ma maison d'édition qui s'appelle Gong Créole, que j'ai créée en 2018. Donc via Gong Créole, en fait, j'édite de la poésie contemporaine, des livres d'artistes, d'amis à moi ou de gens que j'ai rencontrés sur la route. Et je m'auto-édite aussi personnellement, avec mon nom d'artiste Bud Warrior. J'écris de la poésie, mais je fais aussi des fanzines, aussi des livres d'artistes, pas mal de choses liées aux arts papier en fait. Et du coup, Gong Créole pour moi c'est un peu un cabinet d'expérimentation. Pour bien cerner le personnage, nous aimons toujours demander quelle est la couleur préférée de l'invité. J'aime beaucoup de couleurs, mais j'aime bien le vert kaki. Pourquoi le vert kaki ? Je n'ai absolument aucune idée. C'est un mélange de vert et de gris. Ça donne une couleur un peu militaire. Tu peux nous dire un mot sur le fanzine Bois-Bois ? Le fanzine, c'est un petit livre en couleur, une histoire très courte, très rapide et brutale. Et c'est une édition bilingue du coup. C'est écrit en créole, de manière dessinée. L'écriture est vraiment dans le dessin. Et c'est traduit en français. Pour compléter ce que dit Valentin et que nos auditeurs puissent imaginer mentalement le fanzine, il s'agit d'un petit livre de 12 pages, agrafé, un papier blanc crème en guise de couverture. Il s'agit d'un objet fait main, assez brut, et il y a 30 exemplaires. Valentin nous expliquait qu'il a créé l'histoire du fanzine en 2016, mais l'a mis de côté pendant un bout, enchaînant d'autres projets. Finalement, ce fanzine est vraiment né en décembre dernier. C'est ça, l'idée de publier le zine est restée dans les airs pendant plusieurs années. Mais c'est tout le contraire qui est arrivé au contenu du fanzine, c'est-à-dire le scénario, le texte, les illustrations. Ça m'a pris une soirée, une nuit. J'ai tout dessiné d'un coup, juste une nuit. Une méthode de l'instantanéité qu'on trouve très efficace. Ça transpire la liberté quand on voit tous ces dessins sauvagement griffonnés. Griffonnés avec des crayons de couleur. Miam, miam, miam. J'en fais, on va dire, comme de la peinture, c'est-à-dire que je suis pas très patient en fait. Je fais ça vite, assez gestuel, assez intuitif. L'histoire, j'avais envie qu'elle sorte. Petit à petit, on comprend qu'il y avait un besoin primaire derrière tout ça. On demande à Valentin si la comparaison avec les dessins d'enfants est justifiée. Et au passage, on apprécie son honnêteté. Moi, j'aime bien les dessins d'enfants, après, ils me font pas tous rêver, quoi, mais il y a des enfants qui sont vraiment inventifs. Mais j'aime bien effectivement le dessin naïf parce qu'il est brut, il est vrai, il est très lié au geste, les enfants ils se posent pas trop de questions. En nous gâter. En nous chercher en bas de l'eau là. Est-ce où t'es képé, dis-moi? Qui j'en s'attailler? Et si t'es belle? Et si t'es douce? Vous vous demandez ce que vous venez d'écouter ? Eh bien, en plus de faire de l'art visuel, Valentin fait aussi de l'art sonore. Gong Créole, c'est aussi un label de musique, qu'il qualifie plutôt d'afro-expérimental. Il nous expliquait qu'il avait envie de mettre en avant la culture afro-caribéenne et aussi ce qui se fait du côté expérimental. Alors pourquoi pas mélanger les deux ? Le but du label, c'est d'essayer d'un peu de débusquer, de trouver des gens qui enregistrent des morceaux chez eux. Ça peut être des poètes, des artistes, des musiciens. Et j'ai commencé par moi, parce que moi j'ai une pratique de la musique, après je me considère pas comme un musicien. Et ça a donné à des morceaux, des choses qui sont pas toujours
qui sont difficilement qualifiables, mais du coup, sous le nom de Bamboula Trésor, c'est un de mes personnages que j'ai créé, où je suis tout seul en fait à faire la musique. Je chante en créole et je fais de la flûte. Et Bamboula Trésor, c'est un projet plutôt de caribéenne ambiante, afro-expérimentale, mais aussi psychédélique. Il y a des synthétiseurs aussi, il y a de la MAO et des instruments que je fabrique, qui sont enregistrés. C'est une espèce de nappe sonore qui raconte des histoires. Là aussi, tout est fait main, dans un petit studio que Valentin a improvisé. C'est encore, comme il nous le décrivait, son terrain d'expérimentation en musique. Je trouve ça finalement assez lié à son fanzine, d'autant plus qu'il chante en créole. Un coup, je vais sortir un album où il y a beaucoup de chants en créole, et une autre fois, ce sera un album de musique purement instrumentale, plutôt basé sur la relaxation. C'est une musique qui peut être contemplative, enfin que moi en tout cas, que j'aspire à la contemplation, et qui est très liée aussi au son organique, parce que je fabrique des flûtes, et les flûtes amènent à ça justement, au retrait dans la nature, au vent, au souffle. Et voilà, moi ça me dérange pas d'écouter des pièces musicales de flûte qui durent presque 1 heure, que de flûte. Et pour moi c'est un peu... c'est des choses qui me transportent, donc avec Bamboula Trésor, c'est voilà. J'invite les gens un peu à un voyage, quoi. Voyager. Ah, on aurait bien aimé que ce podcast permette de voyager loin, 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 au moins spirituellement. Mais malheureusement, on n'a pas la place de caser 1 heure de flûte dans l'émission. Ceci dit, on vous invite quand même à dériver par la pensée en s'écoutant 1 minute du titre Moustique là, signé encore une fois par notre invité. 60 secondes qui suffiront amplement à installer en vous un verre d'oreille bien tenace, tellement la chanson est entêtante. 3, 2, 1, décollage. Wow, maman, oh. Wow, maman, oh. Wow, maman, oh. Wow, maman, oh. Moustique là, pitché, moi. Moustique là, pitché en tête. Moustique là, pitché, moi. Moustique là, pitché en tête. Oh, maman, oh. Ouais, maman, oh. Ouais, maman, oh. Ouais, maman, oh. Moustique là, pitché, moi. Moustique là, pitché en tête. Moustique là, pitché, moi. Moustique là, pitché en tête. Oh, maman, oh. Oh, maman, oh. Oh, maman, oh. Oh, maman, oh. Moustique là, pitché, moi. Moustique là, pitché en tête. Moustique là, pitché, moi. Moustique là, pitché en tête. On l'a dit, vous l'avez entendu, Valentin, c'est une bonne grappe d'identité artistique. Mais quand même, avec un fil rouge au centre de tout ça. Alors dans ma pratique artistique, il y a pas mal de choses qui reviennent, qui sont souvent liées un peu au rituel, aussi à nos rapports avec la machine, les ordinateurs, voilà un peu les nouvelles technologies. Et moi j'ai un peu une pratique un peu, on va dire réactionnaire, qui prône un peu le retour un peu à la nature, le retour aux sources, le fait de questionner nos rapports aussi avec les éléments naturels. Donc c'est pour ça que je travaille beaucoup le bois et que je fais des différentes choses. Enfin, je fais de la sculpture, mais j'utilise quasiment pas de machine. Souvent soit au couteau, soit au ciseau à bois. Donc plus axé sur une démarche de geste un peu brut et de recherche de la matière d'une manière un peu pure, quoi. C'en est désormais terminé pour la présentation de l'artiste. Et si maintenant on parlait du fanzine, en commençant par son héros. C'est un petit peu une poupée russe du bizarre. Au fur et à mesure de la lecture, on remarque des détails sur lui, qui nous intriguent à chaque fois un peu plus. Il a des antennes, il n'a qu'un œil. Il est juste différent en fait, mais sa maman est typiquement antillaise. Et lui, il est pas du tout le look d'un antillais, on va dire. Il a plutôt le look d'un martien en combi jaune. Une espèce de Bruce Lee martien.
qui tient tout le temps un petit paquet d'herbes dans sa main. Mais en fait, pourquoi il s'appelle comme ça, ton fanzine ? Bois-bois ? Bois-bois en créole, c'est du bois, quoi. Juste bois, c'est bois. Et bois-bois, c'est aussi en Martinique, pour le coup, dans les Caraïbes. Une espèce de pantin qu'on brûle au carnaval. C'est une espèce de souffre-douleur. Quelqu'un qu'on maltraite au carnaval. Et effectivement, ça brûle dans ton fanzine. Alors, le fanzine est écrit en créole antillais. Donc c'est le créole qu'on peut entendre en Martinique, en Guadeloupe. Le créole des Antilles françaises, quoi. Et ouais, c'est l'autre grande particularité du zine. Dans les contrats d'assurance, on trouve toujours en bas de page et en tout petits caractères des conditions mal intentionnées, malheureusement. Dans Bois-Bois, il y a aussi du petit texte en bas des pages. Mais là, ouf, heureusement pour nous, c'est la traduction du créole en français. Au cours des prochaines minutes, d'abord parlons en créole avec Valentin, qui nous apprendra une expression délicieusement typique, puis parlons de créole. Aude nous a préparé une petite leçon. On dit souvent pour se soutenir Tchimbered, pas molly. Donc voilà, Tchimbered, ça veut dire tiens bon, quoi, pas molly, ne mollit pas. Tiens le coup, ça ira mieux demain, quoi. Avec Emilien, on doit avouer n'avoir que très peu de connaissances sur les langues créoles avant cette émission. On va pas se mentir, tous les deux on a grandi en métropole. Mais préparer cette émission pour nous a été une grande chance d'en apprendre plus sur les cultures créoles et sur ces langues. Valentin a écrit ce fanzine en créole. Et personnellement, c'était la première fois que je voyais ça dans un fanzine. Ça vous est déjà arrivé, vous, auditrices et auditeurs, de tomber sur un fanzine écrit en créole ? N'hésitez vraiment pas à nous partager vos trouvailles. On s'est donc demandé, finalement, qu'est-ce que c'est le créole ? Voilà un petit cours de linguistique accéléré que je vous ai fait. Bon, je vous avoue, j'ai trouvé l'information dans une vidéo. Je suis pas si savante moi-même. Je vous donne le lien dans la description. En fait, il existe une très grande variété de créoles. Pour n'en citer que quelques-uns, il y a le créole réunionnais, guadeloupéen, haïtien, martiniquais, hawaïen, jamaïcain, malais, le créole de Belize ou encore le créole d'Australie, et la liste est longue. Un créole, c'est une langue aussi complexe et aussi riche que n'importe quelle autre langue native. Et en fait, faut savoir que quand on parle de créole, on ne parle pas d'une langue particulière, on parle d'un processus de création d'une langue. Ça s'appelle la créolisation, et son résultat, c'est un créole particulier. Et ce processus, c'est quoi ? En fait, la créolisation, c'est-à-dire la naissance d'un créole, vient grâce à la rencontre de deux langues. Une langue dominante, dite superstrat, et une langue dominée, dite substrat. Généralement dans une situation de colonisation, où le superstrat est la langue des colonisateurs et le substrat est la langue des esclaves ou des colonisés. Par exemple, le créole parlé à La Réunion est né du contact linguistique du français et de la langue parlée par les esclaves malgaches venus de l'île de Madagascar. Le contact entre ces deux populations a donné naissance à une langue entre deux, simplifiée en quelque sorte, parlée pour faciliter l'échange, par exemple pour des questions commerciales, agricoles, mais qui en fait n'est la langue maternelle de personne. Et ce type de langue entre deux, ça s'appelle un pidgin. Oh, ok, prof. Mais ça ne crée pas encore un créole alors. En fait, lorsque ce pidgin est mis en place depuis un moment, les enfants qui naissent commencent à parler cette langue maternelle. Et c'est ça un créole, un pidgin qui a des locuteurs natifs, qui est parlé de manière native et permanente par une population. Franchement, pour en savoir plus, je vous conseille vraiment de regarder le reste de la vidéo qui m'a aidé à trouver ces ressources. C'est vraiment intéressant. Si vous voulez voir du créole imprimé, Valentin recommande chaudement le livre Républiques animaux. Ce n'est pas vraiment une micro-édition, mais ça mérite quand même que je m'attarde dessus pour deux raisons. On est bien sur une esthétique fanzine, photocopie, noir et blanc.
Et l'histoire du livre est assez folle. Républiques animaux n'est en fait rien d'autre que la traduction en créole de la ferme des animaux. Au départ, c'est une dystopie, écrite en anglais, par un certain George Orwell. Tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. Fin de citation. Le ton est donné. Il s'agit en fait d'une satire contre la révolution et la dictature communiste. Pour remettre les choses dans l'ordre, le livre Animal Farm est publié aux États-Unis et en Angleterre en 1945. Problème. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, l'URSS est l'allié de la Grande-Bretagne. Oups, des milliers de ces livres sont confisqués par les communistes, puisque l'histoire les attaque indirectement. Je pense qu'on peut parler d'édition subversive, puisque, s'il vous plaît, on raconte que, ouvrez les guillemets, la reine, voulant lire cet ouvrage dont tout le monde parlait, mais ne pouvant se le faire livrer par les librairies classiques où ils étaient en rupture de stock, dut envoyer son messager royal le chercher, à la librairie anarchiste de Londres. Puis 1951, guerre froide. C'est alors que de petites organisations très malines, c'est-à-dire la CIA et les services secrets britanniques, décident de remettre au goût du jour cette fable à des fins de propagande anticommuniste. C'est une info sourcée, les archives de ces organisations déclassées secrètes en font ouvertement état. Cette rediffusion prendra la forme d'une BD, illustrée par Norman Pett, et sera traduite dans toute une déclinaison de langues en vue de sa publication dans les journaux du Moyen-Orient, d'Amérique latine, d'Inde, d'Afrique, et évidemment sans oublier les endroits où l'on parle créole. Plus près dans le temps, c'est la maison d'édition L'Échappée qui sort en 2016 la BD La ferme des animaux, cette fois traduite du créole au français. RDV dans les notes de l'épisode pour les sources, les liens vers la BD, etc. La fameuse rubrique Open Mic, yeah! À chaque épisode, nous vous poserons une question. Vous pouvez y répondre par message vocal via notre adresse courriel, le syndrome de la page colorée @gmail.com. La question d'aujourd'hui est: quels sont vos remèdes contre le syndrome de la page blanche ? Comme prévu, c'est la deuxième fois qu'on pose cette question, mais on avait vraiment envie d'avoir de nouvelles réponses. Merci infiniment à celles et ceux qui ont joué le jeu, d'autant plus que dans la liste des participants et des participantes, on retrouve plusieurs pointures de l'illustration, du podcast, de l'édition. Essayez de deviner et au cas où, on met les réponses dans les notes de l'épisode. Allez, on laisse la parole à Justine, Valérie, Maude, Alexandre, Lionel, Joanie et Nicolas. Salut Aude et Emilien. Quand j'ai pas d'inspiration, généralement, je vais aller me balader. Ça m'aide bien. Remettre la confrontation à la création à quelques heures plus tard. Sinon, aller voir des expositions, puis découvrir des nouveaux artistes sur Internet, feuilleter des livres d'art. Quelque chose qui marche aussi super bien, c'est le matériel. Ça m'influence beaucoup, c'est-à-dire de prendre un matériel que j'utilise pas souvent, ou alors d'aller chercher un ancien dessin et puis de le retravailler avec un nouveau matériau. Je sais pas, ça peut être des pastels ou voilà, c'est à peu près ça pour moi. J'espère que ça va aider certaines personnes. Bye. Dans le fond, moi, j'ai très peu de syndrome de la page blanche parce que mon truc, en fait, c'est de toujours noter mes idées et de ne jamais considérer une idée comme mauvaise. Donc, je les note toutes. Puis après ça, la question, c'est juste de savoir comment bien les développer. Quand j'ai le syndrome de la page blanche, souvent, je fais des exercices un peu comme je ferais pour me réchauffer avec du sport. Donc, je fais une tâche où je commence à dessiner n'importe quoi, puis je fais des petits gribouillis à gauche, à droite, puis on dirait que ça réchauffe mon poignet et mon cerveau, puis ça m'aide après ça à dessiner des choses plus intéressantes. Alors, moi, j'ai 2 remèdes au syndrome de la page blanche. Le premier, c'est de ne plus la rendre blanche, cette page, en dessinant n'importe quoi, un trait, un rond, une tache, et en essayant d'y déceler des formes et de construire à partir de ça. Un peu comme quand on regarde les nuages et qu'on essaie d'y découvrir des formes qui s'en détachent.
Mon deuxième remède, c'est de s'échapper de cette page blanche et d'aller au cinéma, dans la rue, se promener, d'aller boire un coup et de se détacher de l'urgence de devoir remplir cette page. Quand j'ai pas d'idée, je dessine des animaux gentils. Pour moi, le syndrome de la page blanche, ça fait écho à la notion de motivation et d'inspiration. Il y a plusieurs moments où est-ce que j'ai envie de créer, que je sais pas vers où aller, quelles ressources prendre. Et ces moments-là, je me dis que je dois m'arrêter, je vais sortir de la maison, aller prendre une marche, parfois me réveiller plus tôt qu'à l'habitude et d'aller voir un lever de soleil peut m'aider à m'inspirer, de voir les gens qui se réveillent le matin très tôt. Le mouvement de l'extérieur, c'est un élément qui m'inspire énormément. Alors mon premier conseil pour vaincre le syndrome de la page blanche, c'est d'aller se promener. Moi, quand je me balade, j'ai les sens en éveil, je regarde un petit peu tout ce qui se passe autour de moi, mon regard s'accroche sur les détails de la vie urbaine et souvent ça me donne plein d'idées. Mon deuxième conseil, ce serait de chercher l'inspiration dans des domaines différents de celui sur lequel on est en train de travailler. Je m'explique, si je fais du graphisme, je sais que la dernière chose à faire, c'est d'aller chercher des projets similaires sur Pinterest ou sur un autre système en ligne. C'est beaucoup plus productif d'aller puiser à ce moment-là de l'inspiration dans le cinéma, la littérature, voire une exposition. Donc voilà, je crois que pour moi, ça peut se résumer de la manière suivante. Pour vaincre le syndrome de la page blanche, l'idéal, c'est de laisser son corps et son esprit se balader pour le nourrir différemment. Voilà, bonne émission et merci à vous. Pour la 3e émission, on vous propose de participer en répondant à cette question. Pour toi, c'est quoi le thème de fanzine que tu n'as jamais trouvé en rayon, mais que tu souhaites vraiment fort qu'il existe quelque part ? On s'est dit que cette question était intéressante, car on a toutes et tous envie qu'un sujet qui nous touche soit plus mis de l'avant. Et un fanzine, c'est justement un moyen simple pour nous permettre de parler d'un sujet qui nous passionne, nous révolte ou nous énerve. Bois, c'est une histoire surnaturelle. Très surnaturelle. Surnaturelle au carré. Par hasard, n'y aurait-il pas des choses inspirées de faits réels là-dedans ? Et si Valentin témoigne ? Moi, dans ma famille, j'ai plusieurs exemples de cas inexpliqués. Ou d'un oncle qui a trouvé, par exemple, une bague par terre et un jour, cette bague, il se trouve qu'elle tombe par terre et qu'il voit quelque chose de surnaturel qui la récupère. Une espèce de démon en pleine journée. Ou de la nuit, des choses qui se passent au bord des routes, qu'il ne faut pas s'arrêter si on voit par exemple une vache qui traîne sur la route. Les Antillais ne vont pas s'arrêter, pour eux c'est quelque chose qui est lié au diable. Et oui, il y a de nombreux mythes aux Antilles. Comme le dit Kazay, une rappeuse que j'admire beaucoup, et franchement si tu connais pas encore, je te conseille vraiment d'écouter. Dans les paroles de sa chanson « Chez moi », elle dit « Sais-tu que notre folklore ne parle que de cris, de douleurs, de chaînes et de zombies ?» Et effectivement, en faisant quelques recherches, on se rend vite compte que le folklore antillais est beaucoup lié à des faits étranges, à des êtres maléfiques. Dans le fanzine de Valentin, justement, il y en a un, et c'est le soukounian. Un soukounian, vous savez ce que c'est ? Eh bien, c'est un démon, et c'est un mythe important en Guadeloupe. En fait, un soukounian, ce sont des hommes et des femmes ordinaires qui, une fois la nuit tombée, abandonnent leur peau pour prendre la forme de créatures volantes qui sillonnent l'île pour commettre des actes maléfiques. En fait, la légende raconte que le soukounian cache sa peau dans les branches d'un arbre, et c'est pas n'importe quel arbre. C'est le fromager. Aux Antilles, en fait, tout commence au pied du fromager. Cet arbre majestueux aux racines apparentes est aussi le point de rendez-vous de tous les mauvais esprits. C'est un arbre dont le tronc est recouvert d'épines. Certains considèrent cet arbre comme habité par des esprits, un arbre à zombies.
Dans tous les cas, c'est un arbre remarquable, protégé et respecté. Il ne faut pas le couper sous peine de malédiction. Valentin nous donne sa propre explication. En fait, cet arbre, on appelle ça l'arbre à soucougnan. Ça revient justement avec le livre Bois-Bois où justement il y a un soucougnan qui apparaît. Et un soucougnan, c'est un petit démon, quoi, une espèce d'entité maléfique. Et la légende dit que voilà, le fromager, c'est le soir, tard la nuit, les soucougnans se retrouvent autour de cet arbre. C'est l'arbre du diable en quelque sorte. Donc tout le monde déconseille fortement de traîner à côté d'un fromager la nuit sous réserve qu'il vous arrive quelque chose ou quelque chose vous possède. Il y a souvent des histoires de maisons hantées aussi, de maisons où la lumière s'allume la nuit alors que tout le monde sait qu'il n'y a personne. Et après, les gens ils imaginent beaucoup de choses, mais des gens qui essaient de la louer et puis finalement qui s'en vont parce que il y a trop de mauvais esprits dans cette maison. Donc il y a souvent des histoires comme ça qui reviennent et qui font partie de la vie des gens là-bas, en Martinique ou en Guadeloupe. Et c'est pour ça aussi que il y a de la magie noire, il y a de la magie blanche. Il y a des gens qui font appel à des sorciers pour faire du mal à d'autres gens, et puis il y en a qui font du bien. Alors il y a aussi des faits qu'on peut constater, comme les quimbois, on appelle ça. C'est une espèce de mélange de feuilles, de cheveux, souvent des affaires personnelles de la personne qui a été visée. Et si vous retrouvez ça devant votre porte, par exemple, c'est que quelqu'un vous veut du mal ou essaie de vous quimboiser. C'est-à-dire que essaie de vous mettre un maléfice, quoi. Et parfois, ça se trouve pas toujours, mais c'est un peu des manières de prévenir les gens de faire attention. Des mises en garde, quoi. Voilà, c'est généralement de la jalousie, des choses qui sont faites contre les gens qui montrent un peu trop leur richesse et tout ça. En 4e de couverture, il y a un dessin de 2 montagnes avec derrière un ciel, je dirais, vibrant. En fait, c'est le logo de Gong Créole, la branche éditoriale de Valentin. Puis j'ai aussi une pratique de l'édition qui s'est faite naturellement avec les années. Juste le fait à force de dessiner, je récupérais des chutes de papier et j'écrivais des poèmes dessus. Je faisais des micro-éditions, des petits livres en fait uniques que je reliais à la main. Et du coup, toutes ces choses en fait font que j'ai commencé à avoir une petite collection de livres d'artistes. L'auto-édition, en fait, ça m'a toujours attiré parce que ça permet de faire des petites œuvres d'art, en fait, ce que je fais en plus grand sur des grands dessins. Ça m'arrive de le faire en plus petit et de rendre ces choses-là accessibles. Et le multiple, c'est vachement intéressant pour ça. Gong Créole, la maison d'édition, c'est une petite étagère de livres, comme dit Valentin, qu'on trouve dans des expositions, des concerts, des salons à travers l'Europe. Ce sont des bandes dessinées, des gravzines sans texte et des livres d'artistes qui sortent à un rythme d'environ 5 éditions par an. Avant d'acheter, il faut être conscient de 2 choses. De 1, de la lignée éditoriale de Gong Créole. Valentin, en tant que petit éditeur, s'intéresse, pour reprendre ses propres mots, à l'écriture un peu sauvage des gens, à la parole brute, et de 2, du caractère désintéressé du projet, qui finalement caractérise aussi la majorité des micro-éditions en général. Alors moi je rentre dans mes frais, mais après il n'y a pas beaucoup de bénéfices en réalité. C'est juste c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de produire un peu du contenu et puis d'avoir une collection d'écritures sensibles. En pleine crise sanitaire, c'est assez mal barré pour feuilleter tranquille la petite étagère de livres de Gong Créole, mais heureusement, Internet est là pour sauver le monde. Et oui, on peut acheter Bois-Bois en le commandant sur son site ou en contactant directement Valentin. Autre solution. Est-ce que vous êtes quelqu'un de plutôt chanceux ? Si oui, vous pouvez vous faire offrir un exemplaire d'usine, puisque nous mettons en jeu pour le fameux tirage au sort qui accompagne chacun de nos épisodes, un fanzine Bois-Bois dédicacé. Pour participer au jeu,
Inscrivez-vous d'abord à notre newsletter, puis nous vous enverrons un lien pour nous faire signe que vous souhaitez participer. Abonnez-vous sur les plateformes de podcast, sur notre Instagram ou sur notre Facebook. Ça ne vous fera rien gagner, par contre, à part notre sympathie. Pour retrouver tout ça, il suffit de regarder notre Linktree, notre arbre à liens en bon français. Et n'hésitez surtout pas à commenter ce podcast. Nous dire ce que vous avez pensé de l'émission, vos critiques. Amis des Antilles, envoyez-nous des liens de fanzines qui existent là-bas. Vraiment, ça nous intéresse. On remercie aussi beaucoup le groupe Gablé qui nous sert de musique. N'oubliez pas, on vous invite à faire marcher le bouche à oreille pour faire connaître l'émission. Et on vous remercie vraiment chaudement de nous avoir écoutés. Allez, on se voit au prochain soleil. Bye bye!